Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné par Jean-Philippe Bolduc, ancien du Rouge et Or de l'Université Laval et du Rouge et Noir d'Ottawa. Jean-Philippe qui est maintenant notamment analyste à la radio des matchs des Alouettes. Alors, en sa compagnie, on va parler de l'excellent début de saison des Alouettes qui présente maintenant un dossier de 4 victoires et aucune défaite. Et ensuite de ça, il y a Marc-André Chaloux, comme à l'habitude, qui va venir faire son tour afin de jaser de fantasy football, étant donné que les camps d'entraînement de la NFL vont commencer à la fin du mois. Oui, on est déjà au mois de juillet, ça va tellement vite. Alors, je vous invite à partager mes publications de réseaux sociaux concernant le podcast. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et de partager, comme je vous disais, les publications. On essaie de se bâtir une communauté de football. Alors, si vous êtes des amateurs, des partisans des Alouettes, du football de la Ligue canadienne, de la NFL, bien sûr, partagez ça avec vos amis qui ont également une passion pour le football. Alors, sans plus tarder, on va accueillir Jean-Philippe et on va parler des Alouettes. Comme je le disais, Jean-Philippe, les Alouettes ont une fiche de 4 victoires, aucune défaite pour la première fois depuis 2009. Ils sont clairement présentement là. Et juste au début du mois de juillet, on ne va pas partir en peur. Tu le sais aussi bien que moi à quel point la saison est longue. Mais je crois que présentement, c'est sans équivoque. Ils sont toujours la meilleure équipe de la Ligue canadienne. Sans aucun doute, c'est la meilleure formation sur les 3 phases du jeu dans la Ligue canadienne cette saison. C'est aussi une équipe qui a, quelques blessés. Je pense à des joueurs comme, Stubblefield qui est blessé, heu Tyler Sneed qui sont blessés. On ne reverra pas Stubblefield cette année, mais on va voir Sneed dans les prochaines semaines. Ça va sans aucun doute aider l'équipe. Mais, chapeau au département d'opérations football qui ont réussi à dénicher des joueurs incroyables. Oui, définitivement. Alors, Tyler Sneed n'est pas là, mais on a de la profondeur à la position de receveur de passe. Puis là, ça a été au tour de Cole Speaker de se mettre en évidence la semaine dernière à Toronto. Ça a été une belle victoire des Alouettes. La marque finale, même, elle est trompeuse. On a gagné par 10 points, mais à un certain moment, si je ne me trompe pas, les Alouettes menaient par 18 points. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Alouettes en commençant par l'attaque, et notamment Cole Speaker? Qui a inscrit un touché qui a été clé parce qu'à ce moment-là, les Alouettes menaient, je crois, par 7 points contre Toronto, situation de court gain. Caleb Evans s'amène sur le terrain. On s'attend à la frouflade du corps. Finalement, on tente une passe et puis on a vraiment surpris l'unité défensive des Argonauts afin d'inscrire ce touché. Donc, qu'est-ce que tu as pensé en général de la performance de l'unité offensive des Alouettes? Ben, c'est une équipe qui fait preuve de persévérance, l'offensive, parce qu'ils ont un début de match un petit peu plus difficile. Et à un certain moment pendant le match, je regardais mon collègue Jean Saint-Onge et je disais à Jean, j'ai dit: «Ouf, la ligne offensive a eu beaucoup, beaucoup de difficultés durant le match. On a couru pour pratiquement, je pense, Mhm. une quinzaine de verges et ça, j'ai inclus le porteur et le carrière ensemble. Cody Fajardo s'est fait frapper souvent dans ce match-là. Qu'on compile pas dans les canadiennes, là, les QB pressure qu'on appelle, comme on a dans la NFL, Oui. mais Cody Fajardo était vraiment là, bardassé dans le champ arrière. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a continué à bien performer ou à se relever les manches, si je peux dire. Et en deuxième demi, on est sorti fort. Et si le jeu au sol était inexistant dans ce match-là, mais là, l'attaque aérienne a vraiment mis les bouchées doubles. Cole Speaker, qu'on n'avait pas vraiment vu depuis le début de la saison, à part un bel attrapé là, à Edmonton. Mais l'offensive, j'étais vraiment impressionné de savoir que pas parce qu'il y a une dimension qui ne fonctionne pas de notre plan de match que on devient amorce. On a trouvé d'autres façons, on a été créatifs, un jeu truqué. Non, une belle performance offensive, malgré tout, la ligne offensive qui a connu son pire match là, depuis le début de l'année. Ouais, mais ce qu'il faut dire en même temps, c'est que les Alouettes ont probablement affronté la meilleure ligne défensive qu'ils ont vue depuis le début de la saison. La ligne défensive des Argonauts, qui est tout de même très solide. Mais écoute, on est invaincu jusqu'à présent du côté des Alouettes, mais c'est vrai que le jeu au sol a pratiquement rien fait. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Parce qu'éventuellement, on va devoir avoir plus d'équilibre. Je sais que c'est juste du football, c'est du football à 3 essais, c'est pas comme du football à 4 essais. Mais est-ce que tu penses qu'on peut continuer de connaître du succès sans un jeu au sol productif? Non, parce que de la façon que Cody Fajardo distribue le ballon, euh, les play action, Cody Fajardo, c'est un gars de grip. Euh, on le voit, là, c'est pas un Tom Brady ou c'est pas
pas un Ricky Ray dans les grosses années. C'est un joueur qui joue à travers son système. Il est bon, mais ça lui prend un jeu au sol. Et on l'avait avec William Stanback. Il a été blessé. Et quand William Stanback était là, c'est sûr que les secondaires de l'équipe adverse ont vraiment les yeux. Les play action, ça fonctionne plus. Quand tu sais que le porteur de ballon peut courir diverge pratiquement à chaque fois, est agressif sur les play action, t'alloues les entre-zones, les deuxièmes niveaux. Mais il va falloir qu'on corrige ça. Écoute, là, on ne crie pas panique, là, c'est un match. On a vu que Walter Fletcher, c'est un excellent porteur. On ne devrait pas trop s'ennuyer de Stenbach. C'est pas le même style du tout. Mais il va falloir qu'on ait un petit peu plus de rythme avec le jeu au sol si on veut être capable d'être performant, jouer du vrai football de série, comme on dit, l'automne. Ouais, puis également, en fait, de protéger Cody Fajardo parce qu'il s'est fait tabasser là, à Toronto. Il a même quitté momentanément la rencontre parce que sa tête avait donné lourdement contre la surface de gazon naturel au BMO Field. S'est fait examiner par Dr. Lacroix. Finalement, il est revenu dans le match puis il a été en mesure de terminer la rencontre en force. Mais effectivement, le jeu au sol, éventuellement, va devoir être plus productif. Je ne sais pas si c'est contre Calgary vraiment qu'on va être mis à l'épreuve. Puis on va avoir besoin de jouer au sol, mais on va parler de la rencontre qui s'en vient de cette semaine un peu plus tard. J'aimerais qu'on parle de l'unité défensive des Alouettes. Bon, on sait que c'est la meilleure de la Ligue canadienne. Ça aussi, c'est sans équivoque depuis la deuxième moitié de la saison dernière. Mais j'aimerais qu'on parle en particulier d'un joueur, Jeff Quentin-Arcoud. JP, Quentin-Arcoud, on dirait qu'il s'améliore de semaine en semaine. Depuis la blessure à Terrell Richards, qui lui a permis d'obtenir plus de temps de jeu, en fait, d'obtenir du temps de jeu en défense. Qu'au début de la saison, le choix de première ronde des Alouettes jouait uniquement sur les unités spéciales. Mais là, à Toronto, il a réussi 2 sacs, les 2 premiers sacs de sa carrière. Il m'a vraiment l'air d'un joueur qui gagne en assurance semaine après semaine. Mais je te dis, on dirait, je peux pas, on dirait, il s'améliore vraiment de semaine en semaine, comprend le système, puis ses références sur le terrain. Écoute, ça fait un gars qui fait 5-6 ans qu'il joue au football américain sur un petit terrain complètement, c'est pratiquement presque un autre sport. Mais on voit vraiment que ses repères dans le système. Noel Thorpe commence à lui faire de plus en plus confiance. On le voit, hein? Les packages là, en formation 34, là, 3 joueurs de ligne défensive, 4 secondaires. C'est lui qui rentre maintenant. Puis avec le succès qu'il a eu au dernier match, on va continuer à le voir. Je connais un petit peu Noel Thorpe, j'ai joué pour lui pendant 2 saisons. Quand il voit que le joueur commence à produire, quand Noel Thorpe est en confiance avec son personnel, il se met à l'appeler plus souvent. Je ne serais pas surpris que cette semaine, contre Calgary, on voit Quentin Arcou, Jeff, de faire presque 50% des jeux en défensif dans une rotation. Mais quel choix de première ronde des Alouettes, quand on pense que c'est jamais un choix garanti. Hein? C'est combien de fois qu'on a vu des choix de première ronde? Regarde, il ne faut pas pointer personne du doigt, mais euh, Ouais. Dante Bull à Ottawa, qui est le premier choix au total l'an dernier, mais pas capable de s'établir comme joueur partant à la position d'un joueur de ligne qui souvent, c'est quasiment un gimme, comme on dit. C'est sûr que tu ne te tromperas pas. Ils ont eu du cran, les Alouettes, de repêcher un secondaire qui, à sa première saison, non seulement contribue sur l'unité spéciale de façon constante, mais vraiment en défensive, commence à leur donner une sérieuse option avec un joueur canadien dans le ratio. Ouais, c'est un autre joueur qui fait des jeux du côté de l'unité défensive des Alouettes. C'en est un de plus, hein, parce qu'on a le noyau de l'année dernière avec Sean Lemon, Marc-Antoine Dequoy, bien sûr, Darnell Sankey, qui est vraiment tout un joueur de football. Quel secondaire intérieur. Mais à tous les niveaux, on en a du côté des Alouettes, puis on continue d'en trouver, que ce soit avec le repêchage des joueurs canadiens comme Quentin Arcou ou les joueurs américains, numéro 30 dont le nom m'échappe, là, Bryce. C'est lui Bryce qui remplace Crosby. Summerfield. Oui, Cosby, oui, exactement. Tu sais, lui aussi, il joue du bon On est football allé en chercher remplacement de Titus Summerfield. Wall. Oui, On a oui, Titus exact. Puis Wall. Tyler Wall, lui, il jouait à Calgary avant. Donc, ils Ouais, l'ont, il a les été laissé Saint-Pérus aller, l'ont on l'a bien libéré. identifié. Non, écoute, les Alouettes, là, au personnel, du côté personnel football, là, Jean-Marc Aimé, Pierre-Yves Lavergne, Danny Machocha, Éric Deslauriers, ainsi de suite. Probablement que j'en oublie, là, mais sans équivoque, le personnel de recrutement le plus dominant de la Ligue. Parce que l'équipe, en ce moment, malgré les blessures, on trouve des joueurs qui contribuent rapidement. Tu sais, Bryce Cosby, là, Stubblefield, là, on se rappelle que l'an dernier, c'était une recrue au camp. On l'a laissé aller, mais on lui a dit on va te rappeler. Ouais. La première qu'on rappelle, on l'a ramené, a été partant à la Coupe Grey.
Ça n'arrive pas souvent dans une équipe comme ça. Cette année, il se blesse. Son remplaçant, Bryce Corby, fait de l'excellent travail. J'enlève rien à Stubblefield. C'est un excellent joueur de football. Puis quand il va revenir, il va probablement avoir sa place. Mais on n'a pas vraiment vu de différence ou Mhm. de baisse de régime de l'unité défensive. Ça veut dire que le système est bien ancré, que les gars comprennent bien, que les joueurs qu'on amène sont prêts à jouer dans le système, connaissent leurs responsabilités, on fait un bon travail de les préparer dans le système. Écoute, honnêtement, là, c'est impressionnant de voir comment la franchise est passée de la dernière que quand moi je jouais Didier il y a 5-6 ans, là, on voulait. C'est comme. C'est ton dernier recours. C'est la seule place qui te donnait un contrat. Fait que tu t'en venais jouer à Ouais. Montréal, puis tu te croisais les doigts que ça allait bien, puis ton chèque, il rebondisse pas. Puis écoute, maintenant, là, c'est hey, 25 000 personnes au match d'ouverture ou presque. L'ambiance était incroyable. 4 victoires cette saison. On est rendu à 12 victoires consécutives. 9 en saison régulière avec la saison dernière. C'est vraiment là, les Alouettes de Montréal, c'est vraiment, je vais dire, à part les Oilers qui ont même perdu, c'est l'équipe de l'heure au Canada en ce moment. Tout sport confondu. Écoute, il faut que je me pince des fois quand je suis sur les lignes de côté, puis je regarde les Alouettes de la façon dont ils jouent. Puis ça compte justement, tu sais. Bon, toi, tu jouais contre les Alouettes à cette époque-là, quand l'équipe terminait avec des fiches de 3 victoires et 15 défaites. Moi, j'étais sur les lignes de côté, je couvrais l'équipe du début du camp d'entraînement jusqu'à la fin de la saison régulière, puis c'était pénible, c'était difficile. Il y a des matchs que on avait de la difficulté même à gagner un premier essai, mais c'est comme tu l'as dit, tu sais, c'est pas juste sur le terrain avec les joueurs, ce sont les gens des opérations football. On a un nouveau propriétaire en Pierre-Carl Pelado. Et tout semble fonctionner du côté des Alouettes jusqu'à présent depuis un an, depuis en fait l'arrivée de Danny Machocha. C'est vrai que ça a commencé la saison avant. On avait été en mesure de participer aux éliminatoires. On avait mis fin à une dizaine de 5 ans sans match d'après-saison. Mais c'est ça, des fois qu'il faut que je me pince, parce que pour moi, je me rappelle justement de ces années de misère-là, puis c'était vraiment pas facile de couvrir l'équipe à ce moment-là pour plusieurs raisons, mais de voir comment l'organisation, elle est maintenant, les succès sur le terrain, les gens aussi au sein de l'organisation. Tu sais, Ils sont Danny fiers. Machocha, je me souviens, pardon? Les gens sont fiers de travailler pour l'équipe. Ils ont ça Oui, à et cœur. C'est vraiment voilà. impressionnant à voir. Oui, exactement. Puis ça, on le ressent lorsqu'on parle aux gens de l'organisation. Une chose que Danny Machocha avait dit, je me souviens lors de son point de presse lorsqu'il avait été embauché, il a dit, moi, je veux avoir des gens d'ici, des gens du Québec. Il y a des bons gens de football au Québec. Ça, c'est pas d'être chauvin de dire ça, c'est vrai. C'est la réalité. Ces gens-là, des fois, ils n'ont pas des opportunités ailleurs, dans la Ligue canadienne. Danny Machocha, il s'est dit, moi, ces gens-là, je veux les avoir au sein de l'organisation parce qu'il sait que pour eux, justement, là, d'avoir le logo des Alouettes, c'est important. Ça veut dire quelque chose, pas juste pour les joueurs, mais également pour les gens que tu as nommés au niveau des opérations football. Ils ont à cœur l'organisation, ils sont fiers, ils veulent que ça fonctionne, le football, à Montréal, au Québec. Alors, j'espère que ça va se poursuivre cette saison-là. Puis à un moment donné, il va y avoir un creux de vague. Tu sais, la saison est tellement On longue, 18 matchs, c'est long, ça fait partie. C'est normal d'avoir un creux de vague à un certain moment donné. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà 4 victoires en barre du côté des Alouettes. Puis si je regarde même un peu plus loin, Jean-Philippe, là, on va jouer contre Calgary. Toi, moi, on peut regarder plus loin. Parce que Jason Mass, à chaque fois que je lui parle, il me dit non, nous, on se concentre juste sur le match de cette semaine. Il me le rappelle tout le temps. Mais là, les Alouettes vont affronter Calgary. Si on gagne contre les Stampeders, la semaine suivante, les Argonauts vont venir à Montréal. Puis comme Pierre Vercheval le disait en ondes durant la rencontre la semaine dernière, si les Alouettes sont en mesure de vaincre à nouveau les Argonauts, bien là, ils vont déjà détenir le bris d'égalité. Ces deux équipes vont s'affronter seulement 3 fois durant la saison régulière. Les Alouettes vont déjà avoir gagné 2 matchs. Imagine-toi, les Alouettes pourraient être 6-0 et puis complètement en contrôle de la section S. Est-ce que là, je m'emporte trop? Est-ce que je regarde trop vers l'avant? C'est Non, vraiment un scénario qui est possible. non, je crois la même chose que toi. Euh, on a des défis qui nous adonnent. Tiens, Toronto, on les affronte 2 fois sans Chad Kelly. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. On se doit de gagner parce que les Argonauts, écoute, ils Mhm. ont joué avec un petit peu de chance au début. Cameron Duke s'est bien débrouillé, mais on l'a vu la semaine dernière contre une vraie défensive, une défensive agressive. Il y a eu de la difficulté. Les Argonauts, sans Chad Kelly, c'est pas la même formation. Donc, on prend avantage de ça. Cette semaine, je pense que ce qui va arriver, c'est que les équipes contre qui les Alouettes vont jouer vont tout le temps être
agressifs, puis ils vont, on dit en bon québécois, être crinqués parce qu'ils vont affronter la meilleure équipe de la Ligue. Fait que, à Ouais. chaque semaine, ils vont avoir un adversaire qui va donner leur meilleur d'eux-mêmes. Donc, ils vont avoir des matchs de plus en plus difficiles. Comme tu le dis, on a des blessures, on est fatigué, mais si on est capable d'aller à 6 victoires, 0 défaites avant notre premier bye week, ça pourrait être très, très, très intéressant. Oui, c'est vrai, parce qu'après le match contre les Argonauts, les Alouettes vont avoir leur première semaine de congé. Mais une chose à la fois, samedi, ils vont recevoir les Stampeders de Calgary à 19h, les Stampeders qui ont défait les Blue Bombers, pour qui rien ne va plus. Winnipeg a une fiche d'aucune victoire et 4 défaites, tout comme les Tiger Cats de Hamilton, qui eux aussi sont 0-4. Alors, les Stampeders, bon, ils ont gagné en prolongation contre Winnipeg la semaine dernière. Est-ce que c'est une formation que tu crées, les Stampeders? Non. En toute transparence, non. Parce que Winnipeg est simplement pas de niveau avec les blessures. Colorado a ralenti. Donc, c'est pas un bon barème. C'était de la misère à gagner contre Winnipeg. C'est pas un bon club. Ça fait quelques saisons. Ça fait quelques saisons que, que Stampeders en arrache. Depuis qu'on a perdu Bolivar, depuis qu'on a décidé de changer de carrière, la transition ne se fait pas aussi bien qu'on l'aurait espéré. On avait identifié Jake Mayer étant notre prochain quart. Tarde un peu vraiment à s'établir comme un des top 3, top 4 de la Ligue. Connaît des bons moments, connaît des extrêmement mauvais moments. Des fois, on se demande, mais comment ça qu'il prend cette décision-là quand la semaine d'avant avait Ouais. connu un match impeccable? Donc, c'est une équipe qui manque beaucoup de constance. Puis on le voit, hein? D'après moi, je pense que Winnipeg, c'est la pire équipe de la Ligue cette saison. Entre eux et Edmonton, ben, tu gagnes sur un placement en prolongation. Ça m'indique pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont positives. Ouais, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je veux dire, surtout de la façon dont les Alouettes jouent. Tu sais, il y a un élément de robustesse au sein de cette équipe-là, en particulier du côté de l'unité défensive. Je crois pas que du côté des Stampeders, on est équipé justement pour rivaliser à ce niveau-là, là, pour gagner la bataille de la robustesse contre les Alouettes. Et en plus de ça, hier, de Mario Houston, l'excellent demi de coin, l'ancien des Blue Bombers, qui a quitté Winnipeg pour Calgary via le marché des joueurs autonomes durant la saison morte. Il s'est pas entraîné hier. Lorsque je dis hier, je parle de la journée de mardi. On enregistre le podcast mercredi matin. Alors, s'il nous manque notre meilleur demi-point face au groupe de receveurs des Alouettes, si la tertiaire est amochée, je crois que les Alouettes devraient connaître du succès. Parce que ça, c'est une chose. Du côté des Argonauts de Toronto, on a vraiment une jeune tertiaire. On va voir. Peut-être que cette tertiaire-là va s'améliorer une fois qu'on va avoir pris du galon du côté des demi-défensifs des Argonauts. Ben, on l'a vu, il y avait des trous du côté de la tertiaire de Toronto. Cody Fajardo a pu en profiter. Alors, je crois que ça pourrait être la même chose également contre les St. Peters de Calgary. Et il ne faut pas oublier la foule, JP. Parce que lors du seul match à domicile des Alouettes jusqu'à présent cette saison, la foule avait été incroyable. Je sais qu'il y avait les festivités, on avait dévoilé la bannière avant la rencontre, mais le fait que les Alouettes sont arrivés à Montréal, ils avaient déjà une fiche de 2 victoires, aucune défaite. La foule était en confiance, puis l'atmosphère me rappelait les belles années là, sous Mark Trestman et Anthony Calvio au poste de quart. Non, vraiment. Puis on doit prendre avantage de ça. De Mario Houston, c'est lui qui a permis aux Stampeders de gagner. Il a fait une interception en prolongation dans la zone des Mhm. buts. Vraiment, on se doit comme on dit, de banker. On a un excellent groupe de receveurs. Donc, avec la foule qui va être bruyante, les Alouettes qui ont une des meilleures foules cette saison dans la Ligue canadienne, et quelques franchises qui en arrachent un peu avec les spectateurs, mais les Alouettes doivent prendre avantage de la foule bruyante à Montréal. Oui, puis les 3 prochaines rencontres des Alouettes seront au Stade Percival Molson. On avait un début de calendrier difficile avec 3 de nos 4 premières rencontres sur des terrains adverses. Mais là, le prochain match sur la route des Alouettes, c'est seulement le 2 août à Hamilton. Donc, les 3 prochaines rencontres vont être à Montréal. En plus, on va avoir la semaine de congé que tu as mentionné tout à l'heure. Alors, écoute, il n'y a pas d'excuse, là. On pourrait là, se retrouver avec une fiche de 7-0 là, avant la prochaine fois on va se retrouver en territoire adverse. Mais une chose à la fois. Alors, on va voir si les hommes de Jason Maas pourront avoir déçu sur les St. Peters de Calgary. Samedi soir à 19h, bien sûr, la rencontre sera présentée
sur les ondes de RDS. Et puis, si vous n'êtes pas en mesure de regarder le match à la télé, ben, vous pouvez écouter JP qui sera en compagnie de Jean Saint-Onge à la radio, bien sûr. Alors, écoute, Jean-Philippe, tu es dans ta voiture, je sais que tu es très occupé. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Porte-toi bien, puis on va sûrement se croiser avant le match au Stade Russell Molson. Et merci, Didier. C'est toujours plaisant de faire ton podcast. Hey, salut, bonne fin de journée. Alors, c'était Jean-Philippe Bolduc. Alors maintenant, on va répondre à vos questions. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'on allait faire la minute des fans au début de l'émission lorsque je vous ai dit ce qui était au menu aujourd'hui. On a reçu une question via la chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait afin de ne rien manquer de nos publications concernant notre podcast. Alors, oui, on a reçu une question qui parle de football universitaire américain. Alors, ça nous vient le nom de notre téléspectateur sur YouTube, eh bien, c'est QC Wildcard. Ben, premièrement, merci pour votre beau commentaire. Wow, quel travail de qualité. Continue ton beau travail. Ben, merci beaucoup, Guillaume et moi, on vous remercie, c'est grandement apprécié. Alors, est-ce que ce serait possible d'avoir ton avis sur les transferts maintenant fréquents dans la NCAA? Est-ce correct de donner autant de pouvoir aux jeunes? Ben, c'est sûr que là, au cours des dernières années, du côté du football universitaire américain, on assistait à un 180 degrés. Là. Ça a vraiment été tout un virage. Autrefois, c'était vraiment difficile pour les joueurs de changer d'école. Si tu voulais changer d'école, tu devais passer un an sans jouer si tu restais au niveau du football de division 1A. Également, maintenant, les joueurs peuvent être rémunérés. Ils peuvent se trouver des commanditaires alors qu'avant, ben, les universités faisaient une fortune. Puis lorsqu'on parle d'une fortune, il y a certaines universités, c'est pas tous les programmes Division 1, là, on s'entend, mais les gros programmes, que ce soit Alabama, Georgia, Michigan, on parle de millions de dollars là, qu'on génère en revenus. Là. Le M de Michigan, en termes de branding, c'est probablement le logo football universitaire américain qui est le plus reconnu, pas juste aux États-Unis, mais même mondialement. Puis que les joueurs, le fait que les joueurs ne recevaient pas une scène, ne recevaient pas d'argent, ça, c'était tout à fait épouvantable. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Mais pour répondre à votre question, moi, je crois que c'est une bonne chose que les joueurs sont plus tenus en otage par les universités s'ils veulent changer d'école. Mais toutefois, ce serait bien s'il y avait une certaine réglementation qui ferait en sorte qu'on aurait un peu plus de continuité. Parce que là, ça devient très difficile de suivre le football universitaire américain parce que les joueurs changent d'équipe à tous les ans. C'est comme si, du moment qu'une saison se termine, ben, les meilleurs joueurs deviennent des joueurs autonomes. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils disent aux entraîneurs, ben, regardez, j'aimerais ça recevoir plus d'argent, ou sinon je vais transférer, sinon je m'en vais à une autre école, tout simplement. Alors, on va devoir trouver une certaine réglementation à ce niveau-là, parce que sinon, ben, le football universitaire va perdre de son cachet, je crois, si les joueurs continuent de changer d'équipe autant que ça. Alors, j'espère que ma réponse vous a plu, et puis je vous remercie encore une fois de m'avoir envoyé votre question. Alors, on va maintenant faire notre virage fantasy football de la NFL en compagnie de Marc-André Chaloux. Et pour vous dire à quel point Marc-André est un homme assidu, regardez-le avec son beau paysage. Il est en vacances, oui, avec, avec les arbres en arrière, les belles feuilles vertes. Malgré tout, Marc-André est présent afin de jaser fantasy football. On va continuer avec la position de demi à l'attaque. Hein. La semaine dernière, on a fait ton top 20. Alors, on va commencer tout d'abord avec tes positions 21 à 25, Marc-André. En 21, nous avons Brian Robinson, Didier, le porteur de ballon des Commanders de Washington. En 21, James Conner, excusez-moi. Écoute, c'est la première fois, mesdames, messieurs, que j'ai des feuilles parce que je suis pas chez moi. Puis je me suis trompé de feuille. Ça va super bien. Non, en 21, nous avons James Conner. Oui, T'as vas-y, pas Didier. amené ton ordinateur avec toi dans le bois? Non, c'est ça. Puis j'ai commencé par la feuille 31 et non pas 21. Bref. Oui, 21, Écoute, je James suis juste heureux Conner, que tu des as trouvé une bonne connexion Wi-Fi en vacances. OK, super, c'est super, super. On se souvient la dernière fois quand j'étais en vacances, il y a quelqu'un qui est venu, le propriétaire est venu du chalet, était venu passer la tondeuse, là, l'été passé, Ouais. à la fin de ma chronique. Je sais pas Il y a si les gens encore s'en du temps. rappellent. Bref, ça avait été, On, on vient juste de commencer. Il y a encore du temps. ouais.
Oui. Donc, 21, James Conner, porteur de ballon des Cardinals de l'Arizona. En 22, Zamir White, porteur de ballon des Raiders. En 23, nous avons Najee Harris, le porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh. En 24, DeAndre Swift qui est rendu maintenant avec les Bears de Chicago. Et en 25, nous avons Raheem Mostert, le porteur de ballon des Dolphins de Miami. Et je voulais vraiment faire la comparaison parce que la semaine dernière, j'ai parlé de Devon Achane. Fait que cette semaine, j'aimerais vous parler de Raheem Mostert. Parce que Raheem Mostert, l'année dernière, en fantasy, en 2023, il a terminé comme porteur de ballon numéro 2 au niveau fantasy. Il a inscrit 21 touchés. C'était vraiment ça son gagne-pain au niveau fantasy, Raheem Mostert. Cette année, on le repêche, Didier, en 9e ronde. C'est vraiment, c'est sûr que il devient moins sexy parce qu'il a 32 ans, mais il est encore lié à une attaque élite dans la NFL. Et on a signé Raheem Mostert du côté des Dolphins pour 2 autres saisons. Je sais qu'on peut s'en départir assez aisément après, au terme de la prochaine saison, mais quand même, ça veut dire que Raheem Mostert demeure dans les plans de l'équipe. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est la meilleure valeur fantasy au niveau chez les porteurs de ballon des Dolphins? C'est un pensez-y bien parce que comme porteur de ballon numéro 3, comme pivot, comme premier porteur de ballon sur votre banc également, ben Raheem Mostert, quand même, il demeure rapide. C'est vraiment ce qui le différencie des autres porteurs de ballon. C'est un porteur de ballon extrêmement rapide, souvent dans les meilleurs porteurs de ballon du circuit en termes de vitesse en ligne droite. Donc oui, Raheem Mostert, pour moi, va demeurer quand même un porteur de ballon très, très, très important au niveau de fantasy cette saison. N'ayez pas peur de le repêcher en 8e, 9e ronde de vos poules parce que même à 32 ans, il va demeurer vraiment il va être au cœur de l'attaque des Dolphins encore une fois cette saison. Ouais, dans le groupe de joueurs que tu nous as montré, j'ai bien hâte de voir DeAndre Swift avec les Bears de Chicago. On dirait qu'il change d'adresse à chaque saison ou à peu près. Pourtant, moi, je trouve que c'est un bon demi à l'attaque, mais je pense qu'il risque d'être productif, surtout avec un jeune carrière, Caleb Williams, d'avoir un bon receveur en sortant du champ Mm-hmm. arrière. Peut-être que Williams va aller à son dépanneur souvent. Alors, ça pourrait être intéressant. Également, Swift pour les ligues de fantasy football où on a des points pour les réceptions. Je trouve qu'il est intriguant. Il est souvent blessé, par exemple, Didier, depuis le début de sa carrière. C'est Ouais, un c'est peu vrai, ça c'est vrai. dans le cas de Swift. Et c'est surtout, on dirait, l'année dernière, Didier, il était avec les Eagles, puis on dirait qu'il faisait exprès de tomber à la ligne de 1. Je pense que c'est arrivé à peu près 6 fois dans la saison pour que Jalen Hurts fasse le fameux touche-push. On dirait que c'était comme, c'était prévu dans le plan de match. C'est comme là, mon vieux, on veut pas que tu marques des touchés. On veut que tu tombes à la ligne de 1 pour que Jalen Hurts, on fasse notre fameux jeu Mais là, truqué. c'est le partisan des Notre... Eagles en toi, là. C'est ta frustration de la saison 2023 qui ressort un peu, Oui, là. oui. Ouais, ouais, mais j'ai de la misère à croire que DeAndre Swift n'a pas quand même été pas productif avec une aussi bonne ligne à l'attaque. Maintenant, oui, la ligne à l'attaque des Bears s'est améliorée, mais pas au niveau de celle des Eagles. Donc, j'ai bien hâte de voir DeAndre Swift. Oui, mais c'est un bon point parce que c'est un excellent porteur de ballon en situation de passe. Ça, il n'y a aucun doute. Puis souvent, sur le terrain, il a des beaux flashs. Hein? C'est Ouais. ça son problème. C'est demeurer en santé. C'est vraiment la durabilité dans son cas. Ouais, c'est vrai que la ligne d'attaque des Bears n'est pas aussi bonne que celle des Eagles. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, les Bears. Ils sont intrigants, mais en tout cas, on verra. Absolument. Une chose à la fois. Maintenant, les positions 26 à 30 à la position de porteur de balle. En position numéro 26, nous avons Tony Pollard, qui est maintenant rendu avec les Titans du Tennessee. Et Dieu sait que j'ai repêché Tony Pollard en deuxième ronde de mes poules l'année dernière et ça a été un constat d'échec, je tiens à le dire. En 27, nous avons Zach Moss, qui est le porteur de ballon des Bengals maintenant de Cincinnati. J'en ai parlé dernièrement au podcast. Je trouve que c'est une belle valeur pour Zach Moss à la position numéro 27. En 28, nous avons Devin Singletary, qui est rendu le porteur de ballon numéro 1 des Giants de New York. En 29, nous avons Javonte Williams, le porteur de ballon numéro 1 des Broncos de Denver. En 30, Jalen Warren, qui est toujours le porteur de ballon numéro 1A, 1B, disons, des Steelers de Pittsburgh. Ouais. Ça serait intriguant de voir comment l'attaque avec Arthur Smith comme coordinateur offensif va se déployer au niveau des Steelers de Pittsburgh. Mais je veux vous parler de Devin Singletary, parce que pour moi, Devin Singletary a connu une meilleure saison que certains puissent le penser la saison dernière, en 2023. Il a été le porteur de ballon numéro 9 entre la semaine 19 et entre la semaine 9 et la semaine 18. Et vraiment, il retrouve son ancien entraîneur-chef en Brian Daboll. Donc, on peut voir ici une réunion entre des gens qui se connaissent. La grande question dans le cas de Devon Singletary et des Giants, c'est
l'attaque. Est-ce que l'attaque va être efficace cette saison avec Daniel Jones? Je sais que Didier, tu n'es pas un fan de Daniel Jones. Moi non plus. Mais c'est la question qu'on doit se poser au niveau de Devon Singletary. Et c'est intimement lié à sa production fantasy. Les Giants ont repêché également Tyron Tracy, qui est un porteur de ballon de Purdue. Lors du repêchage, on dit beaucoup de bien. C'est sûr que je pense pas que ça va venir jouer dans les plates-bandes de Devon Singletary à court terme, mais on pourrait le voir en troisième essai. Pourquoi? Parce que Tracy est un porteur de ballon converti, un receveur de passe, oui, converti en porteur de ballon. Et ça, c'est un peu un secret bien gardé au niveau fantasy. C'est souvent très payant. Ça a fonctionné avec David Johnson, on s'en souvient à l'époque. David Johnson est un receveur converti en porteur de ballon au niveau de la NFL, ça a fonctionné, mais ça a aussi moins bien fonctionné jusqu'ici avec Antonio Gibson, qui est un receveur de passe à Memphis, converti en porteur de ballon. Donc, sur quel pied, dans quel camp vous vous situez, c'est ça la grosse question. Mais chose certaine, c'est qu'on repêche en ce moment Devon Singletary en 9e, 10e ronde. Je trouve que c'est une belle valeur, spécialement pour les gens qui optent pour une stratégie qu'on dit sans aucun porteur de ballon dans les 5 premières rondes. Je pense que Singletary va avoir son lot d'opportunités dans l'attaque des Giants cette saison. David Johnson, je l'avais complètement oublié. Il avait connu toute une saison là, en termes de fantasy football. Ben, le vrai football aussi, là, c'est quoi? C'est avec les Cardinals qu'il avait connu ses meilleures Exact. saisons, je pense. David Johnson, ouais, il avait une grosse saison, là, très productif au sol, par la passe, comme tu disais, étant donné qu'il était un ancien receveur. Mais après ça, bon, ça s'est gâté assez rapidement pour lui. Hein. 2-3 ans, moi, je me souviens de l'avoir eu dans un pot de me faire beaucoup d'argent. Ouais, non, tu sais, il y avait une grosse saison à un moment donné. Là, Ouais. peut-être quoi? On va aller regarder ça, peut-être près de 1800 verges au total, peut-être, verges combinées. Bref, ben, en tout cas. Absolument, Écoute, absolument. je vais aller regarder, je vais aller faire une petite recherche pendant que tu vas nous parler des positions 31 à 35. Parce que là, j'ai la bonne feuille. En 31, nous avons Brian Ouais. Robinson, le porteur de ballon des Commanders de Washington. En 32, nous avons Jonathan Brooks, la recrue des Panthers de la Caroline. En 33, nous avons Austin Eckler, et mon Dieu que son étoile a pâli, l'autre porteur de ballon des Ah oui, tu Commanders de dis? Washington. En 34, Tajay Spears, porteur de ballon des Titans du Tennessee. Et en 35, Gus Edwards, pardon, le porteur de ballon des Chargers de Los Angeles. Et je veux parler de Jonathan Brooks parce que pour moi, Jonathan Brooks a vraiment le profil d'un gagnant fantasy. Je m'explique. C'est un porteur de ballon qu'on ne sait pas s'il va commencer la saison encore. Il se remet d'une grave blessure subie au niveau universitaire, mais les nouvelles sont quand même bonnes dans son cas. On pense qu'il devrait être OK pour le début de la saison. Il a été le premier porteur de ballon repêché dans le repêchage de la NFL cette saison. Il pourrait vraiment être le point focal de l'attaque des Panthers cette saison. C'est un excellent porteur de ballon. Il a d'excellentes mains également. Et je tiens à vous rappeler que Rashad White, avec Dave Canales, il a obtenu 322 opportunités l'année dernière dans l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay. Donc, c'est payant le rôle de vache à lait dans une attaque dirigée par Dave Canales. C'est sûr qu'il y aura de la compétition avec Chuba Hubbard et Miles Sanders, quoique Miles Sanders, si, disons, Thanos l'avait fait disparaître, ben on se serait dit, bah, c'est pas grave, là, pas obligé de ramener tout le monde de toute façon. Mais, mais tout ça pour dire que Jonathan Brooks, oui, il y a un profil de gagnant fantasy parce que possiblement qu'on va le devoir, on va vraiment l'acclimater en début de saison. Je vois un peu une situation similaire à Jahmyr Gibbs la saison dernière, Didier. On avait commencé Jahmyr Gibbs tranquillement à l'acclimater dans l'attaque des Lions, puis en deuxième moitié de saison, voire dans les 5-6 derniers matchs, on a vraiment vu tout le potentiel, tout le talent de Jahmyr Gibbs dans l'attaque des Lions. Et maintenant, Jahmyr Gibbs, on le repêche en première ronde, début de deuxième ronde dans beaucoup de fantasy. Donc, je vois un peu une tactique similaire, un parcours similaire pour Jonathan Brooks la saison prochaine. Donc, je trouve ça vraiment intéressant en 32. Et si, évidemment, on apprend qu'il est au camp d'entraînement, qu'il est en parfaite santé, qu'il sera du début, je pense sincèrement qu'il va grimper dans les rangs fantasy. Mais pour le moment, Jonathan Brooks, s'il y a des gens par hasard qui repêchent prochainement, mais je pense que c'est un excellent choix à mettre sur votre banc, assurément. Ouais, c'est vraiment son état de santé. Est-ce qu'il sera en mesure de même commencer le camp d'entraînement? Ça reste à voir, mais il est talentueux, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hey, j'ai fait des petites recherches pendant que tu nous parlais de Jonathan Brooks au sujet de David Johnson. 2016?
Oui, à sa deuxième année dans la NFL en 2016, 2118 verges d'attaque et 20 Oh! touchés. Il avait été très productif. Ouais, Sur son année recrue, quand même 12 touchés. Puis après ça, bon, là, il y a eu des blessures. Quand même, en 2018, 1386 verges au total, 10 touchés. Après ça, d'autres blessures. Puis bon, après ça, ça commençait à se gâter. Une saison OK avec Houston. Puis écoute, savais-tu que David Johnson a terminé sa carrière avec les Saints? non. Est-ce qu'il a Aucun joué souvenir sur de le ça en terrain 2022. ou Oui, ben écoute, on va regarder ça. Il a eu quoi? Il a pris part à 5 matchs. 12 courses, 5 24 matchs, verges en 2022. Ouais, 12 courses? 12 courses, Ah, 24 verges en 2022. Et puis, ça a été la méchante fin. C'est la question dernière quiz, fois ça. qu'on l'a vu. Ben ouais, écoute, j'ai aucun souvenir de ça qu'il avait porté les couleurs des Saints. Mais bon, couru le ballon seulement Mais 12 fois. Donc, on dit que la durée de vie d'un porteur de ballon, c'est 3 saisons, 3 ans. C'est à peu près ça dans le cas de David Johnson. L'année recrue, ben, l'ascension, puis à le la- déclin. je me demande c'est quoi la durée moyenne d'une carrière de demi à l'attaque. La durée moyenne d'un joueur dans Hum. la NFL, c'est 3,2 saisons de joueur, là. À la position de demi à l'attaque, ça doit être encore moins que ça, là. Mais quand même, il avait été en mesure d'empocher une prolongation de contrat. Je me souviens de ça, une Mhm. lucrative prolongation de contrat. Alors, il devrait être correct pour le restant de ses jours. Comme Maintenant, Arian les positions Foster 30. aussi, là. Arian Foster, Foster c'était ça était tout aussi. un L'année joueur. recrue, 2 ans, peut-être 3 ans au sommet, puis par la suite, on n'a plus jamais entendu parler. Je crois que ça a été plus long que ça, Ariane Foster. Regarde, sais-tu quoi? Je vais faire d'autres recherches pendant que tu nous parles des positions 36 à 40. Aaron On va, Foster on va avait revenir été sur Ariane Foster. re-repêché par Kevin Costner, mais je sais que tu n'as pas vu le film, donc c'est pas, Ah je oui, Drew m'étirerai got pas là-dessus. drafté? OK. Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, Un jour, on va 36, devoir on a parler des films de Ezekiel, oui. football. Pourquoi j'en ai pas vu beaucoup? Ouais. 36, on a Ezekiel Elliott, le porteur de ballon, qui est de retour avec les Cowboys de Dallas cette saison. En Ben 37, nous oui. avons Nick Chubb, le porteur de ballon des Browns de Cleveland. En 38, on reste chez les Browns avec Jerome Ford. En 39, nous avons la recrue Trey Benson, qui est quand même intéressante également du côté des Cardinals de l'Arizona. Et en 44, nous avons Zach Charbonnet, porteur de ballon de deuxième année des Seahawks de Seattle. Et je veux m'attarder au cas de Jerome Ford parce que contrairement à Jonathan Brooks, tout porte à croire que Nick Chubb ne sera pas en mesure de commencer la saison. Et on peut pas. Tu sais, Nick Chubb, il se remet d'une deuxième grave blessure au genou gauche, je pense. C'est le même genou Ouais. auquel il avait subi une déchirure du ligament croisé antérieur à l'Université de Georgia. Et quand même, Nick Chubb, Didier, c'est plus de 1000 opportunités déjà dans la NFL. Donc, il y a du millage. J'aime le joueur, mais je pense pas qu'on se remet si facilement d'une deuxième opération comme ça. Surtout lorsqu'on, comme je l'ai dit, on a déjà du millage dans la NFL. Donc, ça l'ouvre la porte à Jerome Ford. Savais-tu, Didier, qu'année passée, Jerome Ford a terminé au deuxième rang pour les toucher par la passe chez les porteurs de ballon dans la NFL, tellement derrière Non, je savais Christian pas ça. McCaffrey, évidemment. Ah. Derrière Christian McCaffrey, Ah. évidemment. Et je veux également vous parler de la ligne à l'attaque des Browns, qui pour moi va être meilleure cette saison. L'année dernière, elle était pitoyable, mais on a vraiment perdu 3 partants avant le début de la saison du côté des Browns. Cette année, on va retrouver Jack Conklin, on va retrouver Jedrick Willis, entre autres. Donc, pour moi, ça devrait être une unité qui va se classer parmi les meilleurs de la NFL. Et c'est de bon augure également pour Deshaun Watson à ce niveau-là. Mais pour revenir à Jerome Ford, pour un receveur, pour un porteur de ballon qu'on le repêche en 11e ronde en ce moment, c'est un vol selon moi, surtout si Nick Chubb n'est pas sur le terrain lorsque les camps d'entraînement vont s'ouvrir et s'il ne commence pas la saison. Mais encore là, Jerome Ford va probablement augmenter, son classement va grimper, c'est sûr, il ne sera pas en position 38, mais quand même, juste pour vous faire le portrait, que c'est quand même un joueur qui a connu du succès la saison dernière avec les Browns. Jerome Ford, j'aime beaucoup sa perspective cette saison également. Ouais, pour en revenir à Nick Chubb, écoute, c'est deux graves blessures au même genou qu'il a eu, puis les deux, c'était vraiment pas beau à voir, là, ces deux blessures-là. Là, souviens-toi, lorsqu'il s'était blessé la saison dernière, c'est un match en soirée à présenter aux heures de Mm-hmm. grande écoute, si je me souviens bien. Moi, j'étais certain que sa carrière était terminée. Puis lorsqu'il s'était blessé, lorsqu'il jouait à Georgia, écoute, c'était vraiment pas beau à voir, en tout cas.
Si vous n'avez pas le cœur sensible, vous êtes en mesure d'aller sur YouTube et de regarder ça, la blessure qu'il avait subie à Georgia. Ça faisait peur. Déjà qu'il est en mesure de revenir de cette blessure-là et de connaître une très belle carrière dans la NFL. Je suis comme toi. Alors, en tout cas, je lui souhaite d'être en mesure premièrement, de recommencer à jouer, d'être un joueur productif. Mais j'ai des doutes aussi, parce que c'est vraiment deux Et graves blessures. Oui. c'est quand même intriguant de voir que les Browns n'ont pas fait d'ajout à la position de porteur de ballon dans l'entre-saison. Donc, on pense vraiment Il doit avoir que ça va être confiance en Jerome Ford, Ford. j'imagine. Ouais. Ouais, exactement. Puis on pense qu'on va donner le temps à Nick Chubb de peut-être revenir. Donc, mais j'aurais potentiellement, avoir été un DG, j'aurais peut-être essayé d'ajouter de la profondeur à la position. Mais bon, ça me dit que ouais, Jerome Ford, pour moi, va avoir sa chance de briller dans cette attaque-là, dans l'attaque des Browns cette saison. Écoute, j'ai fait des recherches pendant que tu nous parlais de Gerald Ah, le Ford troisième porteur de ballon des concernant. Browns, je sais pas. Ah non, ok, Ah, non, non, Arian non, non, je Foster. veux dire pas. Concernant Arian OK. Foster, concernant Arian Foster, ça, on va avoir le temps là, de Mais pour regarder ça là, lors du camp d'entraînement, mais lors des matchs préparatoires. je pense que les Browns ont le troisième porteur, c'est celui qui était avec les Panthers de la Caroline, là, qui est quand même. Ah, là, je vais aller devoir regarder, là. Ah, ils arrivent Euh, je vais- avec les on perd du Panthers à temps, je vais le Caroline. trouver avant. Non, Celui qui a Foreman, été bon. Oui, Deontay Deontay Foreman, Foreman. exactement. Ouais, ça, Oui, que ouais, il est c'est. rendu avec les Browns. Ouais, Oui? OK, OK, parfait. me Attends, semble. donne-moi une seconde, je vais aller voir ça. Deontay Foreman. Où es-tu rendu? C'en est un autre qui change d'équipe à tous les ans. Oui. Deontay Foreman. Non, mais c'est vrai, C'en est un il me autre qui semble, a, là, c'est incroyable. c'en est un autre qui a eu une grave blessure, qui était bourré de potentiel, qui avait un potentiel énorme, puis il y a eu une blessure, justement, une déchirure, je pense, du ligament croisé antérieur, puis vraiment, sa carrière, je dis pas que c'est un bon porteur de ballon, mais ça sera jamais le porteur de ballon élite que plusieurs équipes pensaient qu'il allait devenir. Moi, j'ai toujours aimé. Effectivement, il est rendu à Cleveland, maintenant âgé de 28 ans, Deontay Foreman. Mais c'est un gros porteur de ballon, tu sais, il est robuste. Il y a eu des bons Mhm, moments quand même dans sa carrière, là, tout de même. Pour en revenir à Arian Foster, écoute, il a été plus productif là, que David Johnson là, durant sa carrière. Faut pas oublier Arian Foster, joueur non repêché, hein. Ça, c'est un joueur mhm. non repêché. C'est un ancien des Volunteers de l'Université du Tennessee. Écoute, il a connu des saisons, je te donne là, ses meilleures saisons au sol. Il ne faut pas oublier qu'il était également un bon receveur sortant de champ arrière. Une saison de 1616 verges, 1224, 1424 et une autre de Oh, 1246 verges. Tu sais, des saisons vraiment de quand même. 16, 10, 15 touchés. Je parle juste au sol. Bon, il en a marqué quelques-uns par la passe aussi. Alors, question piège, on va se quitter là-dessus. J'ai appris que David Johnson avait terminé sa carrière avec les Saints. Ah, ouais, ouais, ouais. Avec quelle Je te vois venir. formation Arian Foster a terminé sa carrière dans la NFL? Hey, je pense qu'il a joué pour les Cowboys à la fin, ça se peut-tu? Non, dans Ah, l'américaine. les Giants! Non, dans Ah, l'américaine. Dans l'AFC. les Titans de Non, Tennessee. non. Avec les Dolphins de Miami. Oh boy, OK. En Ouais, 2016, on bon, s'en ça fait quand rappelle. même 8 On ans de s'en ça, rappelle. là. Ouais. Écoute, On il a s'en juste joué rappelle. 4 matchs. Il a juste joué 4 matchs avec les Dolphins. 22 courses pour OK. 55 verges. Je crois qu'il avait pris sa Là, sa retraite là, signature, en cours de son saison. touché, là, Oui, 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 faisait oui, un salut son japonais. salut, là. Ben oui, Ouais, oui, non, c'est exact. ça. Fait que, ben oui, Arian Foster. Bon, ben écoute, Marc-André, on a fait le tour. Je vais te laisser retourner à tes vacances. Il n'y a personne qui passe à Merci. tondeuse ou qui fait les bordures, quoi que ce soit, Non, vient trimer les haies. non. Bon, ben écoute, profites-en bien, profite bien de tes vacances. Merci d'avoir pris du temps pour venir faire ta chronique hebdomadaire Fantasy Football. J'espère pour les gens qui nous regardent ou qui ont écouté le podcast que cet épisode vous a plu. On se reparle la semaine prochaine et on verra si les Alouettes auront un dossier de 5 victoires et aucune défaite. Portez-vous bien.